Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entrer dans la destruction avec un exemple qui, vous allez le voir, est, à mon sens, particulièrement éclairant. Donc, le 5 avril 1945, des membres de la commission d'enquête soviétique, je vous épargne le nom complet puisqu'il fait exactement 3 lignes, part enquêter donc, dans les environs de Paozarodsky, un village qui se situe aujourd'hui dans la région de Pinsk, dans la République du Bélarus. Sur un schéma, en fait, les enquêteurs vont placer différents sites de tuerie sur lesquels donc, ils ont enquêté. Hop, je vais m'asseoir, ce sera plus pratique. Donc, sur un schéma, les enquêteurs répertorièrent donc 4 lieux où avaient été abattus à différentes périodes de l'occupation allemande des personnes. Dans le rapport allemand, il y est écrit Tchelovek, qui dit en biélorusse, donc en russe, personne. Derrière le village de Kamen, à 300 mètres de celui-ci, à proximité de la route qui mène à Bogatovka, les corps d'une centaine d'hommes furent retrouvés dans une fosse qui mesurait 10 mètres de long sur 3 mètres de large. Au nord du village, ce sont 25 cadavres qui furent exhumés. Dans la partie sud-est du village, non loin du lac de Pogost, 35 personnes furent retrouvées dans une fosse commune. Enfin, à l'est de la ferme de Fiaz, à 20 mètres de la route qui conduit au village de Bokinichi, les corps de 890 personnes furent retrouvés, enterrés dans 4 fosses mesurant 3 mètres par 5, 5 mètres par 15, 5 mètres par 15 encore et 5 mètres par 3. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Sur le premier site de tuerie, ce furent en fait 150 hommes juifs qui furent exécutés le 10 août 1941 par un escadron du 2e régiment de la cavalerie SS. Cette opération de tuerie, qui intervint en fait environ moins d'un mois après l'occupation de Paozarodsky, fut observée par Vladimir Nenadovets, un habitant de Kamen qui était alors âgé d'une 40aine d'années et qui porta témoignage auprès donc, des enquêteurs soviétiques. Sa déposition mettait en évidence une violence qui ciblait prioritairement les hommes juifs, conformément à la dimension raciale de l'opération Barbarossa, mais qui n'épargnait pas non plus les civils biélorusses. Dans le même temps, le témoin mettait également en lumière la dimension spectaculaire des massacres, puisque lui-même était venu voir de son plein gré la tuerie qui s'y était déroulée. Sur le dernier site investigué par les enquêteurs de la commission d'enquête soviétique, identifié comme le cimetière à l'est de la ferme de Fiaz, plusieurs centaines de juifs furent massacrés, presque en fait un an après le massacre d'août 1941. Le 15 août 1942, ce sont plus de 800 juifs, majoritairement des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui avaient été enfermés dans un ghetto à proximité de la gare, qui furent donc exécutés sur le lieu. Ils furent tués, ces juifs, sous la responsabilité du KDS, le KDS, c'est-à-dire le commandant de la police de sécurité et du SD, le Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le service de renseignement de la SS, d'Antsevici, qui s'appelait donc Alfred Rendorfer. La liquidation du ghetto, en fait, elle fut justifiée à titre de représailles sous prétexte qu'il y avait en fait une activité partisane, une activité de résistance dans ce ghetto. La liquidation, elle fut conduite par des Allemands de la police de sécurité, des auxiliaires lituaniens, des membres de la gendarmerie et de la police du Gebietes d'Antsevici. André Draitchoun, un habitant non juif, âgé d'une 40aine d'années, déclara avoir vu les Juifs de Paozarodsky être conduits en camion et à pied jusqu'à un champ situé à 500 mètres de sa maison. Cette tuerie, elle fut conduite dans la précipitation et elle laissa derrière elle de très très nombreux blessés qui parvinrent, pour les cas les moins graves, à s'extraire de la fosse. André Draitchoun, comme de très nombreux habitants de Biélorussie, assista en fait directement à la tuerie des Juifs. Conduite à proximité immédiate de chez lui, le témoin fut tout simplement en fait aux premières loges de la destruction. On peut se poser des questions. Pourquoi ce champ fut choisi comme site de mise à mort ? Pour quelles raisons André Draitchoun accepta-t-il de regarder cette scène de massacre ? Pourquoi ne détourna-t-il pas le regard ? Pendant combien de temps regarda-t-il ce massacre ? Cette observation du massacre, évidemment, elle interrogeait. Si les criminels ne prêtèrent aucunement guère attention en fait, à remplir le critère de l'exhaustivité, ils furent particulièrement soucieux de maintenir le paramètre du temps. Craignaient-ils les environs ? Devaient-ils se rendre dans une autre bourgade ? Rien ne permet de le savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils laissèrent derrière eux de très nombreux agonisants qui ne reçurent manifestement aucune aide des habitants qui vivaient pourtant à proximité immédiate du site.
En effet, sur le site, sur le schéma dressé par les enquêteurs, vous voyez ces petits carrés. Toutes ces petits carrés, en fait, représentent tout simplement des maisons, des bâtiments où il y avait potentiellement, en fait, des habitants non juifs ce jour-là. Malgré les gémissements et les cris de détresse des victimes juives, aucun habitant ne semble donc être intervenu pour tenter de sauver ou du moins aider quelques minutes les blessés. Évidemment, d'un point de vue tant moral que politique, cette inaction soulève évidemment des interrogations. Ce 14 août 1942, Rivka Jozelowski, qui est alors âgée de 27 ans, assista à l'annihilation de ses parents, de ses sœurs et de sa fille Marka. Son témoignage donc date du 23 mars 1961. Elle le fait en fait dans le cadre de la préparation du procès Eichmann. Et son récit, vous allez le voir, est en fait extrêmement brutal. Il ne s'agit pas de citer, pour être dans la morbidité, la monstration. Vous allez simplement voir que dans son témoignage, en fait, apparaissent des pratiques de violence extrêmement diverses et des comportements humains tout aussi pluriels. Donc je vous lis. Le 14 août 1942, les policiers biélorusses sont entrés dans le ghetto prétendant qu'il y avait des partisans à Pohost et qu'ils se cachaient dans le ghetto. Nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Peu après, nous avons vu les Allemands encercler le ghetto. Avant même que nous en rendions compte, les Allemands avaient fait irruption dans le ghetto et nous avaient ordonné à tous de sortir de nos maisons. Ils nous ont alignés et nous ont gardés sur la place toute la journée. Nous sommes restés sur la place toute la journée, sans nourriture ni eau. Je t'ai mené la main de ma fille Marka. Ils nous ont ordonné de monter dans les camions. Ma fille m'a dit « Maman, pourquoi tu m'as mis ma robe de Shabbat ? Ils nous emmènent pour nous fusiller. Enfuyons-nous. » Mais il n'y avait aucun endroit pour fuir. De plus, il était difficile de croire qu'il était tout simplement possible d'assassiner des personnes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Nous avons été emmenés dans un endroit à 3 km de Pohost. Les Allemands nous ont obligés à nous mettre en rang, 4 par 4, puis nous ont ordonné de nous déshabiller. Nous avons alors compris que c'était les derniers instants de notre vie. Nous étions terrifiés. Je tenais ma fille Marka dans mes bras et mon seul souhait était de mourir avec elle. Il y avait 4 Allemands qui portaient des casques en acier, des manteaux en cuir et des bottes en caoutchouc. Ils avaient également des gants en cuir, probablement pour qu'il soit plus facile de les nettoyer de notre sang. Les Allemands se sont approchés de nous et ont crié « Enlevez tous vos vêtements !» J'ai vu des gens commencer à se déshabiller et mes yeux se sont remplis de larmes. Pendant tout ce temps, je regardais mon père, ma mère et ma sœur. Et puis j'ai vu mon père debout, seulement en sous-vêtements. Il ne voulait pas mourir complètement nu. Ma mère se tenait à côté de lui, blême. Les Allemands se sont approchés de tous ceux qui se trouvaient au premier rang, les ont saisis par les cheveux et leur ont tiré une balle dans la tête. Ils ont poussé les blessés et les personnes qui avaient été abattues dans la fosse à côté de laquelle nous nous trouvions. Puis, l'un des Allemands s'est approché de ma mère, l'a attrapée par les cheveux et lui a tiré une balle dans la tête. Quand elle est tombée, l'Allemand l'a poussée dans la fosse et puis j'ai vu mon père se battre avec les Allemands, qui lui ont ordonné d'enlever le reste de ses vêtements. Il a refusé et les Allemands lui ont arraché ses vêtements, l'ont frappé et finalement l'ont abattu et jeté dans la fosse. Même aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas couru pour l'aider. Je ne peux pas comprendre ce qui m'arrivait alors. Puis les Allemands se sont approchés de ma sœur Faïga. Elle et une amie se tenaient ensemble et s'embrassaient. Ils ont tiré sur elle et elles sont tombées ensemble dans la fosse. Mon autre sœur, Shaya, avait déjà été assassinée et se trouvait dans la fosse. Je me tenais au dernier rang et j'ai tout vu. J'ai tenu ma fille dans les bras, elle ne cessait de pleurer et à chaque coup de feu, elle se cachait le visage avec ses mains. Elle murmurait « Maman, j'ai si peur ». Je l'ai serrée contre mon cœur pour la protéger face à la mort qui approchait, puis ce fut mon tour. Un des Allemands, mon ange de la mort, s'est approché. Il m'a attrapé par les cheveux et m'a demandé « Qui voulez-vous que je tue en premier, vous ou votre fille ?» J'ai senti que je perdais conscience. Il m'a ordonné de poser ma fille sur le sol, j'ai refusé et il lui a tiré une balle dans la tête. Je ne me souviens pas comment ma fille est tombée de mes bras, j'ai seulement vu l'Allemand la jeter dans la fosse. L'Allemand m'a attrapé par les cheveux, tenant un pistolet dans son autre main. J'ai entendu le bruit d'un coup de feu, mais je n'ai ressenti aucune douleur, puis j'ai entendu un autre coup de feu et j'ai ressenti une violente douleur à la tête. J'étais couverte de sang. Je suis tombée inconsciente. Lorsque j'ai repris connaissance, j'ai réalisé que j'étais dans la fosse, j'étais allongée parmi les cadavres et les corps de ceux qui étaient au-dessus de moi. Je manquais d'air pour respirer et je me noyais littéralement dans le sang. J'ai rassemblé mes dernières forces pour me libérer de la pression exercée sur moi. Les personnes seulement blessées gémissaient. D'autres mouraient, leur voix était étouffée par le sang. Une femme a dit « Sauvez-moi, sortez-moi d'ici ». Des enfants dans la fosse pleuraient. Il faisait déjà nuit dehors. Avant de partir, les Allemands ont tiré plusieurs coups de mitrailleuse dans la fosse. J'ai continué mes tentatives pour sortir de la fosse, mais mes forces m'ont abandonnée et je suis restée allongée jusqu'au lever du soleil. Au lever du soleil, j'ai réussi, avec les dernières forces qui me restaient, à me dégager de la fosse. J'ai alors vu 3 femmes assises sur la colline. Je me suis approchée d'elles et j'ai commencé à leur parler. Nous sommes retournés à la fosse. Une trentaine d'enfants qui avaient également réussi à sortir de la fosse erraient autour. Les enfants erraient et criaient « Maman, sauve-nous !»
On pouvait encore entendre les cris des personnes blessées provenant de la fosse, car toutes les personnes qui s'y trouvaient n'étaient pas mortes. Il faisait déjà jour. Soudain, nous avons aperçu au loin un groupe d'Allemands à cheval qui se dirigeait vers nous. Au même moment, avec l'aide de quelques Biélorusses, les Allemands ont rassemblé tous les enfants qui erraient autour de la fosse, les ont alignés, les ont abattus les uns après les autres et les ont immédiatement jetés dans la fosse. Après le départ des Allemands, les Biélorusses sont restés pour recouvrir la fosse de terre. Hormis évidemment une très grande brutalité, ce témoignage est d'une très grande finesse descriptive et c'est surtout un témoignage absolument particulier puisque en Biélorussie, les survivants sont extrêmement peu nombreux. D'ordinaire, en fait, ce sont les témoins non juifs comme Vladimir Nenadovets ou encore comme André Dratchoun qui retranscrivent les dispositifs de la violence génocidaire. Le récit de Rivka met en lumière, en fait, vous allez voir, plusieurs sujets essentiels à la compréhension des situations génocidaires. Tout d'abord, de ce récit ressortait, vous l'avez bien vu, j'espère, les comportements en fait extrêmement pluriels des victimes. Un homme qui s'oppose pour conserver son honneur, sa dignité. Une femme totalement paralysée par la peur. Des jeunes filles qui se montrent unies dans la mort. Une enfant terrorisée que sa mère tente de protéger en vain. D'autre part, le récit de cette survivante laissait entrevoir aussi les comportements des assassins qui scénarisèrent la violence en plaçant les victimes en fait comme actrices de leur propre destruction. Pour quelle raison demander à une mère de choisir l'instant de la mise à mort de son enfant ? La tuerie décrite par Rivka Joselewski faisait également apparaître une violence, vous l'avez vu, impliquant une très grande proximité entre les corps, rapprochement qui favorise souvent en fait les pratiques de cruauté. Enfin, ressurgissait la dimension extrêmement intime du génocide. Des policiers locaux participèrent au rassemblement des victimes dans le ghetto, prirent part à l'exécution des enfants et remblayèrent la fosse dans laquelle des victimes étaient encore en vie. En Biélorussie, comme à peu près partout en Union soviétique, les exécutions en fait ne se déroulèrent que très rarement en huis clos et n'impliquaient donc pas uniquement des bourreaux et des survivants. Et des victimes, pardon. Tout autour en fait des espaces génocidaires gravitaient des individus, parfois simples voisins ou paysans, devenus en fait tout simplement témoins du hasard, tantôt des spectateurs volontaires de la destruction des Juifs et encore des fois des témoins forcés. Donc ainsi, pour reprendre la terminologie qu'avait développée Raoul Hilberg, victimes, témoins et bourreaux, en partageant le temps commun du massacre, constituaient donc bien les espaces du génocide. Faire l'histoire du génocide et des violences qui s'y insèrent implique évidemment de croiser les outils conceptuels formulés donc par les autres sciences sociales et humaines, l'anthropologie, la sociologie, la géographie, etc. Cela implique également de brasser de multiples courants historiographiques qui se situent au carrefour de l'histoire des émotions, l'histoire des sens, que connaît très bien Clément Monseigne, l'histoire des seuils et l'histoire des paroxysmes. Il me faut évidemment donner la parole ici à Christian Ingrao, qui, dans Le Soleil noir du paroxysme, expliquait parfaitement en fait, cette manière de faire l'histoire. Il disait « L'histoire que nous faisons est ainsi affaire d'affect, d'amour, de haine, de désespoir et de violence, de désir et de jouissance, de naissance et d'agonie, affaire de fusion et de déchirement, d'ineffable et de sidération, histoire analytique de l'expérience et de son corollaire, l'émotion. Elle met tout en jeu, nos âmes, nos corps, nos mémoires, tout. En voici donc nos outils. » C'est une partie de cette réflexion donc, qui nous réunit ce soir autour de la question donc, plus particulière de quelles furent les expériences individuelles et collectives de la destruction. Donc nous revoilà avec Raoul Hilberg qui écrivait donc, dans son ouvrage sur les acteurs du génocide, je le cite, « La destruction des Juifs d'Europe par le régime nazi a mis en cause des exécuteurs de tout acabit, des victimes innombrables et une foule de témoins. Ces trois groupes se démarquaient nettement les uns des autres et ils conservèrent leurs particularités tant qu'ils existèrent. Chacun vit ce qui arrivait depuis la perspective qui était la sienne. Chacun exprima des attitudes et des réactions différentes de celles des autres. » À travers ces quelques lignes, Hilberg soulignait évidemment la singularité de ces trois groupes qui formèrent donc les espaces du génocide. La description telle qu'elle était formulée, cependant, pouvait laisser entendre en fait que les trois groupes évoluèrent un peu les uns à côté des autres sans entretenir de lien. En réalité, les interactions en fait, entre les trois groupes étaient extrêmement nombreuses, extrêmement plurielles. Et en fait, les frontières entre les groupes, elles étaient également franchissables par certains, dans certains cas. Alors ce soir, je n'ai évidemment pas le temps de présenter de manière rigoureuse l'ensemble des comportements des acteurs. Nous pourrons en discuter évidemment dans le temps d'échange. Donc j'ai choisi de circonscrire mon propos plutôt sur ceux des victimes et des survivants. Vous verrez toutefois, je l'espère, que les comportements des victimes en fait, sont bien souvent très intimement liés à ceux des autres acteurs. Donc dans un premier temps,
nous allons essayer de déconstruire ensemble la thèse de la passivité. Qu'est-ce que c'est cette thèse de la passivité? Donc, la question de l'attitude des Juifs au cours de la Shoah fut source de nombreuses controverses et de très nombreux questionnements. Raoul Hilberg, toujours, s'attira les foudres d'une partie de la communauté scientifique et de celle des survivants aussi, en présentant en fait les Juifs comme une masse plutôt passive. Cette thèse, donc dite de la résignation ou de la passivité, en plus d'être hautement réductrice, ne trouvait pas de traduction systématique dans les scènes génocidaires et surtout oubliait d'analyser les comportements à l'aune de l'influence des facteurs sociaux et des mécanismes psycho-émotionnels. Alors, totalement aux antipodes de cette thèse de la résignation se trouvaient les études conduites par les chercheurs du centre de Yad Vashem à Jérusalem, qui se focalisaient prioritairement plutôt sur les thèmes de la résistance juive et sur les manifestations de survivance des communautés persécutées. Donc, vous l'avez compris, dans ce débat, peu de place était fait à la nuance et il fallait donc essayer d'en réintroduire en analysant précisément les scènes des massacres. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les comportements, évidemment, des individus varièrent considérablement d'un individu à l'autre. Ils ne furent ni homogènes, ni linéaires. Différentes variables, tant individuelles que collectives, expliquent évidemment la diversité des comportements. Tout d'abord, évidemment, les facteurs physiques, l'âge, la vitalité, l'agilité, la force. L'apprentissage aussi de la culture du risque, les croyances, la personnalité de l'individu, est-ce que celui-ci est plutôt téméraire, est-ce que celui-ci est plutôt docile, les motivations individuelles, est-ce qu'on veut survivre, est-ce qu'on veut rester avec sa famille, est-ce qu'on veut devenir un héros ou mourir en martyr. Et évidemment, il y a aussi tous les facteurs sociaux, la profession exercée par la personne, mais surtout le plus important, l'insertion de l'individu juif dans le monde non juif. Alors évidemment, il est impossible de dresser une liste totalement exhaustive de tous les comportements qui purent se développer pendant la Shoah en Biélorussie, mais on peut essayer tout de même d'éclaircir les raisons pour lesquelles les individus adoptèrent plutôt un comportement plutôt qu'un autre. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que, en fait, les plus hauts responsables soviétiques furent, en fait, parmi les premiers à jeter les bases au mythe de la passivité juive. En juillet 1941, le secrétaire du comité central du Parti communiste en Biélorussie, Ponomarenko, rapporta à Staline en fait, les effets de la propagande nazie sur les populations civiles. Il profita de l'occasion pour souligner la prétendue disparité des comportements face à l'invasion allemande. D'un côté, en fait, il évoquait la résistance du monde rural et d'autre part, il soulignait la soumission des populations urbaines. Derrière cette présentation des faits, en fait, se cachait un antisémitisme à peine dissimulé, puisque les Juifs, en fait, constituaient une part importante, pour ne pas dire majoritaire, des populations urbaines de Biélorussie. Par ses propos, donc Ponomarenko apportait ainsi une contribution à la reconstruction du mythe de la passivité juive, mythe élaboré déjà sous l'Ancien Régime par les auteurs même des violences antisémites, et relancé en même temps le préjugé sur la répugnance des Juifs face au service militaire. Donc toujours notre Raoul Hilberg, dans son ouvrage sur les acteurs du génocide, exposait lui un jugement, et vous voyez pourquoi il s'est attiré les foudres, un jugement assez dur quant à l'attitude des victimes juives. Il écrivait donc: les victimes sont demeurées en tant que telles une masse sans forme, par millions à subir un sort identique devant les fosses déjà creusées ou dans l'obscurité des chambres à gaz. Ces juifs, leur mort est devenue leur attribut le plus important. Ils subsistent dans les mémoires, principalement pour ce qui leur est arrivé à tous. Aussi, hésite-t-on à les fractionner systématiquement en différentes catégories. Il y eut d'abord ceux qui partirent à temps, les réfugiés. La grande majorité, ceux qui restèrent ou furent pris au piège, se composaient d'adultes, hommes et femmes, qui furent chacun une expérience différente de l'adversité. Alors que la majorité des victimes s'adaptaient peu à peu à la rigueur croissante des privations et des pertes, une minorité réduite n'entrait pas dans ce processus d'adaptation. L'incapacité de faire face à l'agression ou le refus de se plier donnait lieu à des réactions très diverses, allant du suicide à la rébellion ouverte. Quand tout fut fini, on trouva dans les camps libérés et dans les bois une poignée d'obstinés et d'irréductibles encore en vie, les survivants. Alors, malgré le caractère plus que maladroit des premières lignes, Hilberg quand même mettait en évidence deux choses. Premièrement, évidemment, seule une infime partie des communautés juives, notamment soviétiques, ont réussi à survivre à la Shoah. Deuxièmement, l'auteur soulignait évidemment la variété des comportements humains face à la destruction qui purent aller donc de la renonciation à la lutte armée. Alors, le terrible bilan humain de la Shoah, plus de 6 millions de victimes selon les estimations nazies, dont plus de 550 000 en Biélorussie, suscite évidemment des interrogations. Alors, hormis l'efficacité totale de l'appareil de destruction nazi, comment peut-on expliquer l'ampleur d'un tel bilan ?
Alors, parmi les éléments explicatifs se trouve la question des comportements qui englobent tout aussi bien ceux des juifs que ceux des populations locales non juives ou encore ceux des assassins et évidemment de la communauté internationale. Dans les témoignages, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que les victimes, en fait, sont souvent qualifiées d'inaptes, de résignées ou encore de passives. Alors, cette récurrence est évidemment méritée d'être interrogée. L'acceptation du destin par les Juifs fut-elle réelle? L'image d'une passivité du peuple juif n'était-elle pas avant tout le fruit d'une construction résultant d'un certain type d'observation et d'interprétation qui se teintait bien souvent, évidemment, de préjugés antisémites? Alors, des décennies, en fait, après leur confrontation à la mort de masse, les témoins non juifs qui sont enregistrés par l'association française Yahad Enonom laissent transparaître, en fait, au cours de leur enregistrement, de multiples jugements de valeur quant à l'attitude des victimes juives face à la mort. Beaucoup de témoins, en fait, font part de leur incompréhension face à la résolution des Juifs devant la mort. Alors, de très nombreuses questions rhétoriques, en fait, parsèment les discours. Comment un tel massacre fut possible? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas fui? Pourquoi n'ont-ils pas essayé de se révolter? Alors, Mikhail Maximovitch, qui assista, lui, au massacre des Juifs à Davidovka, un petit bled qui se trouve dans la région de Gomel, en Biélorussie, déclare au cours de son entretien, avec la stupeur originelle, mais ils savaient très bien qu'ils allaient être fusillés à un moment donné, mais je ne sais pas pour quelle raison. Ils n'ont pas essayé de s'enfuir. Alors, ce comportement, en fait, des Juifs est tout simplement incompréhensible pour Michael, qui estime que lui, dans une situation semblable, les Biélorusses, eux, auraient essayé de s'enfuir. Alors, autrement dit, les Juifs se seraient évidemment laissés faire. Une autre phrase, dont la violence est incommensurable, revient régulièrement. Les Juifs seraient allés au massacre comme des moutons à l'abattoir. Alors, cette formule, souvent utilisée, laisse à penser que les scènes de génocide furent parfois, en fait, lues au prisme de la religion. La passivité juive face à la mort serait la traduction pour certains en actes du livre d'Isaïe et plus particulièrement du verset 7 qui dit « Donc l'Éternel a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Tout aussi bien dans les récits des survivants que dans ceux des exécuteurs et des témoins, la docilité des victimes est souvent attribuée donc à leur culture religieuse. Alors il y a de multiples exemples qu'on peut utiliser. Au début du mois de novembre 1941, des hommes de la 8e compagnie du 725e régiment d'infanterie de la Wehrmacht arrivèrent donc à Touretz, une petite ville de la région de Rodna, depuis donc une ville de la région de Minsk. Les Allemands, accompagnés par la police biélorusse, rassemblèrent les Juifs et procédèrent à une sélection. Yehuda Guzik donc fit partie des 150 hommes juifs de Yaremichi, un village juste à côté, qui furent sélectionnés pour être envoyés en tant que travailleurs qualifiés au camp de Novitch-Ferzan. Le reste des victimes, entre 400 et 450 individus, toujours majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées, furent abattus quant à elles sur le site de l'ancien cimetière juif de Touretz. Rapidement, en fait, les hommes qui avaient été épargnés vont apprendre par le truchement des habitants le sort qui a été réservé à leurs proches. Dans le livre du souvenir de Touretz Yaremichi, Guzik donc écrivait « Ils marchaient dignement en réprimant la peur, entourés de hordes de sauvages qui les aiguillonnaient avec leurs baïonnettes, passant devant les habitants chrétiens qui étaient alignés dans les rues. Les cris et les hurlements des hommes de la Gestapo s'élevaient de plus en plus haut car ils sentaient que les Juifs, qui n'imploraient ni ne suppliaient pour leur vie, les privaient de la satisfaction macabre qu'ils attendaient. Les anciens marchaient, les premiers, vêtus de leur habit de sabbat, prêts à rencontrer le Créateur à leur manière. » Alors, la dimension religieuse de la scène est ici évidemment renforcée par les tenues que portent les anciens de la communauté, qui souhaitaient affronter la mort dignement dans l'espoir d'accéder à Dieu. Et autre dimension religieuse de la scène, l'abandon par les chrétiens, qui eux sont en train de regarder la déambulation macabre des Juifs. Alors, cette manière, évidemment, de narrer les événements, les derniers instants des victimes, n'est pas sans rappeler les récits des martyrs religieux qui exaltent la dignité individuelle dans l'acceptation de la mort. On retrouve des comportements assez similaires dans les scènes de rassemblement, à l'instar, par exemple, de celles qui se déroulent sur la place du marché à Ivier, une ville de la région de Rodna. Donc là aussi, les Juifs, en fait, furent représentés dans une attitude extrêmement pieuse. Au cœur de la ville, régnait selon les survivants en fait un lourd silence qui était entrecoupé par les prières des plus religieux qui portaient pour l'occasion leur talit, c'est-à-dire leur châle de prière. Dans le récit du docteur Kaplinski, la dévotion et la pureté des Juifs en fait est renforcée par le comportement impie des auxiliaires lituaniens. Après plusieurs heures de marche, d'attente sur la place du marché, les Juifs furent agencés en colonne et se mirent à marcher. Cette déambulation devint alors, dans le récit, un véritable chemin de croix qui fait acquérir aux victimes le statut de martyr. Autre cas extrêmement intéressant,
En mars 1942, une partie des Juifs du ghetto d'Ilvia fut détruite par la police de sécurité allemande et des bataillons d'auxiliaires venus de Vileïka. Shava Bat, une survivante, décrivit dans son témoignage les comportements qu'adoptèrent les Juifs en cette journée du 17 mars. De nombreux Juifs, jeunes Juifs plutôt, en petits groupes, tentèrent de se rebeller en se jetant sur les exécuteurs. Shava et David Rubin, deux survivants, expliquent en fait que les parents, notamment les mères, avaient tenté de dissuader leurs enfants d'entreprendre une quelconque action, car elles restaient persuadées que Dieu viendrait les sauver à la dernière minute. Ce qui se passa, c'est que les victimes furent acheminées jusqu'à un bâtiment abandonné dans lequel elles furent abattues avant d'être brûlées. Selon Shavabat et Juska Gitlis, du bâtiment s'échappait en fait la prière Shema Israël que prononça Moïse peu avant sa mort. La prière mentionnée en fait par Shavabat n'est pas anodine puisqu'en fait elle est attribuée aux martyrs juifs de l'Inquisition espagnole. Cette prière fut-elle réellement prononcée par les Juifs d'Ilia ou sert-elle dans les récits des survivants à faire des victimes juives des martyrs, statut leur assurant ainsi la gloire et le repos éternel? La question évidemment reste ouverte. Afin de donner sens à la destruction de masse, les observateurs non juifs ainsi que les juifs eux-mêmes en fait reprennent dans leurs récits des éléments discursifs propres à l'antijudaïsme chrétien. Le massacre en fait ne serait que la réalisation du châtiment divin prophétisé dans la Bible. Lorsque les survivants par exemple de Dyatlava furent interrogés par les habitants non juifs sur les raisons qui les poussèrent à rester et à ne pas fuir, les Juifs auraient répondu, je cite, que c'était leur destin pour payer de leurs crimes. Cette présentation du massacre comme holocauste, c'est-à-dire comme sacrifice, est particulièrement présente dans les récits des témoins non juifs. Par exemple, à David Arodok, l'oncle de Maria Andreïevna fut réquisitionné en fait pour creuser les fosses dans lesquelles les hommes juifs allaient être abattus. Parmi les victimes présentes ce jour-là se trouvait un rabbin qui, après s'être adressé aux Allemands, se tourna vers ses pairs qui criaient et pleuraient. Et rapportant le récit de son oncle, Maria explique donc, je cite, « Le rabbin dit aux hommes juifs qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car il est dit dans l'Évangile que cela devait arriver un jour, que ce n'était pas la volonté des amants, mais la volonté de Dieu, et qu'il fallait obéir. » Ils ont fait des prières et ils se sont mis au bord de la fosse. On retrouve exactement la même chose lors de l'exécution d'une centaine de juifs à Pinsk. Yekaterina Morkovna déclara avoir entendu le rabbin faire un discours dans lequel il déclarait « Nous l'avons mérité. Nous n'avons à en vouloir à personne. » Autre témoin, Eva Stepanovna, qui est résidente du village d'Alieva, à quelques kilomètres de Pinsk, évoque également le discours de ce rabbin dans lequel il invitait effectivement ses pairs à faire preuve de la plus haute dignité devant la mort et à accepter la sentence divine. Eva Stepanovna déclare dans la foulée, je cite, « C'était leur punition pour avoir trahi le Christ. » Ici, évidemment, renaît un anti-judaïsme traditionnel dont les racines remontent à la querelle entre le judaïsme et le christianisme. Le génocide apparaît alors comme la réalisation d'une vengeance divine envers le peuple déicide. Alors, au-delà de l'intériorisation d'un anti-judaïsme religieux ancien, il est possible de formuler l'hypothèse que l'image de passivité des Juifs est entretenue par les témoins non juifs pour s'extraire évidemment de leur inaction et de la dimension participante de leur observation. Leur non-intervention, en fait, s'expliquerait ici par l'intercession d'une autorité suprême intangible, mais aussi les comportements totalement dévots des Juifs qu'il était impossible donc de raisonner. Les références à la religion, au rôle de Dieu ou encore à la figure du rabbin permettent d'expliquer et de donner sens à l'inacceptable pour les survivants. Donc, afin de gérer psychiquement la culpabilité d'être encore en vie alors que les autres sont morts, le syndrome du survivant, ces individus mettent leur survie en fait sur le compte effectivement d'une intervention divine. L'individu n'est plus alors survivant, mais bien miraculé. Pour Zuzka Glitlis, qui survécut donc à la tuerie de Veléïka, en tombant tout simplement indemne en fait dans la fosse, il n'y a aucun doute en fait s'il a survécu, c'est tout simplement, il le dit, que son heure n'était pas venue. Alors évidemment, si la croyance religieuse peut tenir un rôle extrêmement important, l'espoir fut également un piège psychologique absolument redoutable. Pour les Juifs qui avaient connu des mesures de ghettoisation ou pour ceux qui avaient survécu à des massacres, l'idée même que la vie se poursuivait laissait entendre, laissait suggérer que celle-ci pouvait encore se poursuivre. Une lettre rédigée par Chiffré Margoline le 12 octobre 1942 dans le ghetto d'Ivier traduit parfaitement cet état d'esprit. Vers la fin du mois d'avril, un ordre fut donné selon lequel tous les travailleurs juifs qui travaillaient en dehors de la ville avec des chrétiens de la campagne devaient rentrer chez eux avant le 1er mai. Il y eut un ordre similaire à l'IDA. Personne n'avait la permission de voyager en dehors de la ville. Nous étions extrêmement inquiets, mais nous ne voulions pas y croire, car plus de 2 mois s'étaient écoulés depuis le massacre de Baranovitch, et c'était comme si nous avions oublié.
La population a commencé à dire que le 1er mai allait certainement abattre les Juifs locaux. Mais comme la date officielle était passée tranquillement, tout le monde s'était calmé et nous nous sommes moqués de nos craintes. Le 8 mai, des policiers arrivèrent dans la ville et commencèrent à s'exécuter au tir. Malgré des signes évidemment de plus en plus inquiétants, peu de Juifs voulurent croire que la destruction était proche. La réalité n'était-elle pas tout simplement trop effrayante pour être regardée en face? Dans la nuit du 11 au 12 mai, le ghetto fut encerclé. Le 12 au matin, 2304 Juifs du ghetto d'Ivier furent abattus dans 2 fosses creusées dans la forêt de Staniewicz. Le processus de destruction fut aussi dans de nombreux cas le processus de décision fut dans de nombreux cas entravé tout simplement par l'incompréhension de la situation. À la fin du mois d'octobre, par exemple, à la fin du mois d'octobre 1941, par exemple, la commandanture militaire de Niasvis ordonna aux Juifs de se rassembler sur la place du marché afin de procéder à un contrôle de papier. Le 30 octobre, les Juifs se présentèrent au point de rassemblement où une sélection fut conduite. Au même moment, des Allemands, des Lituaniens et des policiers locaux encerclèrent la place. Chalo Cholawski, présent sur la place, écrivait dans son témoignage. Les Juifs pensaient à plusieurs possibilités. Peut-être que les Allemands ne prévoyaient-ils que de piller leurs maisons et les relâcheraient une fois l'action terminée. Ou peut-être, une fois de plus, prendraient-ils des otages pour que nous payions pour les racheter. Ou qui sait, peut-être prévoyaient-ils de faire la même chose horrible que ce qu'ils ont fait à l'ouest de la Pologne. Alors ce témoignage, bien que rédigé évidemment dans l'après-guerre, est extrêmement précieux, puisqu'en il offre une perspective assez nouvelle sur un comportement souvent mal décrypté, le rassemblement soi-disant consenti des Juifs. Le témoignage permet justement de rompre avec l'idée d'une forme de consentement à la persécution en mettant en lumière un paramètre psychologique dont la force est souvent mal évaluée, c'est-à-dire la dangerosité de l'habitude. Pour comprendre cette force, nous disposons d'un autre témoignage relatif au cas de Niasvis. Moshe Lachowicki explique dans son témoignage, aujourd'hui conservé à l'United States Holocaust Memorial Museum de Washington, que dans les premiers mois de l'opération Barbarossa, les Allemands venaient déjà régulièrement piller les commerces et les domiciles juifs. Au début du mois d'octobre, les Allemands avaient déjà rassemblé les Juifs sur la place du marché afin que ces derniers remettent leurs meilleurs vêtements. Ainsi, quand l'ordre fut réitéré à la fin du mois, les victimes, certes, étaient inquiètes, mais ne cherchèrent pas pour autant à se soustraire aux ordres. L'action de se regrouper, était totalement désormais inscrite comme une nouvelle norme existentielle. Cette attitude, elle confirme ce que deux historiens ont analysé, Harald Welzer et Sönke Netzel, qui avaient observé, je les cite, l'amère ironie dans le cadre des Juifs, tenait justement au fait que si leur cadre de référence englobait, bien sûr, l'antisémitisme, la persécution, le pillage, il les empêchait justement de voir que ce qui se produisait à présent était différent et leur faisait courir un risque absolument mortel. L'espoir, évidemment, ressort psychologique puissant et nécessaire à la vie, fut également aussi instrumentalisé par les autorités allemandes. Ces dernières, développèrent des discours trompeurs que les responsables juifs, notamment les responsables des Judenräte, c'est-à-dire les conseils juifs au sein des ghettos, intériorisèrent. Par exemple, convaincus par les discours des occupants que les Juifs seraient épargnés s'ils se montraient dociles et surtout rentables, les conseils juifs vont faciliter le pillage des Juifs en rassemblant d'importantes contributions réclamées par les autorités allemandes. Alors, évidemment, l'appréhension des réalités nécessaire à tout développement de comportements réfléchis fut considérablement entravée par l'impossibilité même de penser la mort. Malgré les rumeurs qui pouvaient circuler quant au comportement absolument criminel des nazis, en dépit des rumeurs des massacres qui circulaient elles aussi, de nombreux juifs vont s'enfermer totalement dans une espèce de forme de déni. Dans son témoignage, Shavabat montre parfaitement ce mécanisme de défense psychique. Mes belles-sœurs me racontaient ces histoires horribles, mais nous ne pouvions pas croire que de telles tortures étaient possibles à notre époque. À ce moment-là, nous en avons discuté, nous avons dit qu'aucune personne sensée ne pouvait considérer que de tels récits pouvaient être quotidiens et systématiques. Alors que les descentes dans les maisons des Juifs se multipliaient, que les tueries et les pillages s'accéléraient, les Juifs furent très nombreux à mettre ces comportements sur le compte de dérives, notamment liées à l'alcoolisation des criminels. Malgré ces signaux, Chava et ses proches aussi s'interrogeaient encore, elle l'écrit dans son témoignage, mais pourquoi nous tueraient-ils tous sans raison ? Ça ne pouvait pas être vrai. Lorsque les survivants des environs arrivèrent, ils voulurent raconter la destruction et mettre en garde les Juifs d'Ilia, mais ces dernières refusèrent tout simplement de les écouter. Les récits de la destruction étaient tout simplement inaudibles
car invraisemblables, et furent souvent, en conséquence, en fait, attribués à des formes de folie. Alors, on a beaucoup d'autres cas pour illustrer ce propos, mais nous allons essayer d'avancer puisque je vois que l'heure tourne grandement, mais comme d'habitude, je parle trop. Donc, l'apparente résignation des victimes est aussi, alors c'est important ça, à mettre sur le compte des mécanismes d'évaluation cognitive de la menace. Les situations extrêmes et inédites, notamment quand elles mettent en péril l'intégrité d'une personne ou d'un groupe, placent les individus évidemment dans l'incertitude et entravent en fait les capacités à anticiper ou à prévoir les résultats d'une situation. Les comportements des victimes doivent être donc absolument lus en fait en tenant compte de leur inscription temporelle. C'est un paramètre absolument essentiel. En effet, parce que le caractère inédit en fait des premières tueries participa à générer de la stupeur et donc à produire des comportements qu'on pourrait qualifier en fait d'instinctifs. Au cours des mois, on voit que les comportements vont évoluer. En effet, en fait, au début de l'occupation, évidemment, les Allemands en fait bénéficient de l'effet de surprise, mais celui-ci en fait va s'estomper avec le temps. Puisque les communautés juives sont en fait maintenant désormais au fait des exactions perpétrées par les Allemands, elles peuvent à ce moment-là en fait formuler des choix, anticiper les futures actions et donc formuler des choix qui s'appuient à peu près sur un certain empirisme. Toutefois, en dépit d'une connaissance des crimes commis, le processus de décision peut rester totalement entravé. Ce fut le cas, par exemple, pour Moshe Lachoviki, qui, malgré la mort de sa fille cadette, de sa femme et d'une très grande partie de sa belle famille, demeura en fait totalement figé dans une impasse décisionnelle. Alors que des rumeurs en fait circulaient quant à l'imminence du ghetto de Niasvis, Moshe en fait continuait ses activités quotidiennes. Le jour de la liquidation, il se rendit à l'atelier de travail dans lequel il avait été rattaché. Après la pause déjeuner, alors qu'il était parfaitement conscient que la mort approchait, il le dit lui-même, il retourna au travail. Ce sont en fait les mots d'un agent extérieur qui vont participer quelque peu à le faire sortir de son impasse. Au cours d'une discussion avec un ingénieur non juif de l'atelier, ce dernier en fait va lui dire, je cite, « Si vous croyez en Dieu, fuyez et ne posez pas de questions ». Néanmoins, malgré les mots de cet homme, le doute sur l'attitude à adopter ne quittait pas Moshe, puisque en fait, dans le ghetto se trouvait en fait sa fille aînée, qui elle avait survécu au massacre et qui travaillait comme secrétaire du Conseil juif. Alors après sa journée de travail, Moshe se rendit à une réunion qui avait pour ordre du jour la question de l'attitude à adopter le jour de la liquidation du ghetto. Les avis en fait étaient tellement partagés qu'aucune décision ne fut prise. À 20h, le ghetto fut encerclé par la police. Il était donc désormais trop tard. C'est dans cette situation en fait de totale extrémité que Moshe et quelques autres juifs prirent une décision. Ils rejoignirent très rapidement des cachettes qui avaient été préparées à la va-vite au sein du ghetto et ils s'échappèrent dans la forêt une fois la nuit tombée. Ce qu'on voit, c'est que en fait, ce qui est pris souvent pour de la passivité, en fait, est le résultat de réactions qu'on dit de stress dépassé. Donc, dans une situation socialement extraordinaire, typiquement le meurtre, la guerre, le massacre, un attentat, les individus, en fait, sont évidemment beaucoup plus susceptibles de développer des comportements qui, rétrospectivement, vont être évidemment jugés comme inadaptés. Face à des situations de violence extrême, les individus développent, dans certains cas, donc, des réactions dites de stress dépassé. Parmi, évidemment, ces réactions immédiates et inconscientes se trouve la sidération. Alors cette dernière, vous la connaissez certainement, c'est une réaction immédiate et incontrôlée qui va submerger un individu qui est confronté à une situation dont la violence extrême affecte tous les plans, cognitifs, psychologiques et comportementaux. Ce mécanisme de défense psychique, face à l'insoutenable, vous le savez, se trouve dans des situations telles que les violences sexuelles, les viols, les abus, ou encore des phénomènes effectivement comme les attentats. La paralysie est aussi à comprendre comme la traduction d'une autre réalité dans le cas de la Shoah. En fait, les victimes juives, elles ne sont pas forcément paralysées, c'est qu'elles ne partent pas parce qu'elles n'ont nulle part à fuir. L'exil, en fait, c'est une condamnation à mort. Quand on a des enfants en bas âge, qu'on a une personne dans la famille qui est handicapée ou qui a des problèmes de santé, on ne peut tout simplement pas fuir. Et il ne faut pas oublier surtout que la campagne est extrêmement dangereuse puisqu'à l'intérieur se trouvent évidemment de potentiels collaborateurs. Pour un observateur extérieur, la sidération, en fait, a tout simplement parfois été évaluée comme de la passivité. On retrouve aussi, dans ces situations extrêmes, des comportements qu'on dit automatiques. Des sortes de réflexes, en fait, peuvent tout simplement apparaître. Cette réaction, dite donc d'automate, se traduit en fait dans une attitude qui est souvent perçue comme normale. L'individu est calme, obéit aux ordres, il aide les autres, il continue à parler.
Cette attitude, en fait, elle est très difficilement détectable et peut être souvent prise pour une forme de passivité, alors qu'en fait, elle est une réaction du sujet face à une situation de stress dépassée. En réalité, l'individu qui agit en automate ou qui est sidéré n'est pas réellement présent dans la scène, il flotte en fait tout simplement au-dessus de l'événement. Cette forme d'amnésie psychique est parfaitement décrite par Kaplinski, qui décrit son état après le premier massacre à Évier. Il dit « Nous ne marchons pas comme des personnes, mais comme des ombres. Nos pas venaient automatiquement. La tête ne ressentait rien. » On retrouve à peu près ce type de phrase chez Irina, qui observa la première tuerie des Juifs qui se déroula à Siniavka, dans la région de Minsk. Elle déclare au cours de son entretien « Ceux qui pouvaient marcher, ils marchaient comme s'ils étaient endormis. » Le renoncement à la lutte, à l'opposition, est évidemment également, il ne faut pas l'oublier, à mettre sur le compte des politiques nazies qui broyèrent évidemment psychiquement et physiquement les Juifs, tout en les enfermant aussi dans un cycle de soumission apprise. Enfermés dans les ghettos, affamés, forcés de réaliser des tâches épuisantes, les Juifs de Neasvis, par exemple, attendaient tout simplement la mort. La dernière lettre écrite par Mordechai et Tchisin dans ce ghetto décrivait parfaitement cet état de mort psychique des victimes qui rend impossible toute forme d'opposition. Jusqu'à ce jour, écrivait-il, je suis à Niesvich avec toute ma famille. Chaim Merke est avec sa famille, y compris son père à Baranovitch. Sa mère, paix à son âme, a perdu la raison et s'est jetée dans une fosse remplie d'eau. Nous avons été tellement endurcis que nous ne pouvons pas verser de larmes. Nous attendons de mourir pour être sauvés de l'opprobre et de la honte. Nous sommes à Niesvis et nous entendons comment de jour en jour de cette ville sont tués. Et maintenant, c'est à notre tour, aujourd'hui ou demain. Nous sommes allongés dans nos vêtements avec les enfants, si beaux et talentueux, et nous attendons la mort. Ici, en fait, la mort n'est pas désirée, mais elle est attendue. Elle apparaît, pour Mordechai en tout cas, comme une porte de sortie, l'unique porte de sortie pour s'extraire d'un cycle infernal de déshumanisation et de souffrance. Aux yeux de Mordechai, en fait, seule la mort lui permettra de regagner son humanité. 3 jours après l'envoi de cette lettre, Mordechai, sa femme Sima, sa fille Yehudit, âgée de 12 ans, et son fils Shlomo, de 4 ans, furent malheureusement abattus. La première, évidemment, aussi, explication assez évidente à l'inaction prétendue des Juifs, se situe évidemment dans la dissymétrie des rapports de force. Si les victimes étaient bien souvent, évidemment, en supériorité numérique, les assassins, eux, disposaient quant à eux des moyens logistiques et physiques pour conduire des exécutions sans se mettre en danger physique. Afin de préserver l'ordre dans les rangs, les responsables des tueries souvent dupèrent tout simplement les victimes en mettant en place des dispositifs qui reposaient sur le mensonge. Après avoir conduit également plusieurs tueries, les exécuteurs étaient aussi en mesure de produire des dispositifs de mise à mort qui prenaient en compte en fait les potentielles réactions des victimes. Si les victimes en fait semblaient aussi calmes, aussi passives pendant les rassemblements, pendant les déambulations vers les sites de mise à mort, c'était souvent en vertu des stratégies en fait développées par les tueurs. Ces derniers, en effet, surent duper et parfaitement mentir. Préalablement aussi, à leur déplacement vers les sites de mise à mort, les victimes reçurent souvent l'ordre en fait, d'emmener avec elles leurs affaires. Alors cette injonction, elle est assez courante et évidemment, elle n'est pas dépourvue d'utilité pour les exécuteurs. D'une part, elle permet quoi ? Elle permet d'acheminer les victimes sans résistance de leur part, puisqu'elles sont souvent convaincues qu'il s'agit effectivement d'une simple mesure de déplacement. D'autre part, en faisant comme ça, les exécuteurs étaient à peu près assurés de faire mainmise sur les biens les plus précieux des victimes. Ce type de dispositif fut mis en route, par exemple, dans le cas de la liquidation des communautés juives de Tchavouzi et Dranouka, dans la région de Mogilev. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est au début du mois d'octobre 41, les Juifs de Tsavouzi, qui avaient été, eux, préalablement ghettoisés, reçurent l'ordre de la part de Danil Kozlov, le chef de la police locale, de se rassembler le lendemain. On leur avait dit, l'ordre disait en tout cas, vous vous réunissez demain à 11h afin d'être transférés pour une résidence permanente dans le kolkhoz de Dranouka. L'ordre précisait également que les victimes pouvaient prendre avec elles des vêtements, des ustensiles ménagers et de la nourriture. Le même jour, les Juifs de Dranouka vont recevoir en fait exactement le même ordre. On leur annonce qu'ils allaient être déplacés à Tchavouzi. Le dispositif mis en place ce jour-là est confirmé donc par 3 individus qui ont été enregistrés donc par Yara Dinonoum, Antonina Filipovna, Alexander Andreyevitch et Anna Yakovlevna. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, tout simplement, les 624 Juifs qui vont partir de Dranouka et de Tchavouzi en fait, vont se retrouver à mi-chemin et vont être tout simplement abattus dans un ravin. Alors évidemment, si les victimes en fait ne cherchent pas à s'enfuir, c'est qu'elles n'en ont pas l'occasion ni la possibilité.
Avec les semaines, en fait, et la réitération de la gestuelle génocidaire, les dispositifs de mise à mort furent de plus en plus optimisés, de plus en plus performants. Et ils savaient donc à ce moment-là donc respecter le critère de l'exhaustivité et de la rapidité. Les bourreaux, par exemple, vont se mettre à diviser les groupes victimaires pour les rendre en fait tout simplement plus facilement maîtrisables. Ils vont trier les victimes en fonction de leur âge et de leur sexe. Ils vont diviser entre eux les tâches du dispositif de mise à mort. Ils vont surtout penser l'espace de destruction, installer des cordons de sécurité autour des sites de mise à mort et parfois même autour des villes et des villages. Évidemment, vous l'avez compris, en fait, plus le dispositif est pensé, plus il est réfléchi, plus il est optimisé, plus les possibilités de s'en sortir pour les victimes sont faibles. Les cas d'études pour illustrer cet état de fait sont extrêmement nombreux. On peut prendre par exemple le cas du ghetto de Stoline. Observateur direct de la tuerie des Juifs de Stoline en septembre 1941, Ivan décrit en fait un dispositif de mise à mort extrêmement coercitif qui explique en partie l'attitude résignée des victimes. Au regard de la description de la scène faite par le témoin, il semble en fait que les tueurs avaient instauré un dispositif corporel extrêmement contraignant, extrêmement limitant, qui en fait limitait totalement les possibilités d'évasion. Les victimes, en fait, déclare le témoin, n'avaient qu'une seule direction pour passer, vers la fosse. Alors, il en fut de même, par exemple, sur un site comme Bronaja Gora, un site qui se trouve à côté de la ville de Biaroza, où en fait, ce sont 17 000 mètres carrés qui ont été pensés pour mener des tueries extrêmement rapides, extrêmement optimisées, sans danger physique pour les bourreaux. Quand on s'approche au plus près des scènes de destruction, on voit évidemment différents les comportements humains les plus terribles se dessiner. Alors l'analyse des scènes du génocide à l'échelle la plus réduite permet en fait d'appréhender souvent les derniers instants des Juifs et parfois aussi effectivement de s'approcher en fait des raisons les plus intimes qui vont pousser à la résignation ou au contraire à l'opposition au bourreau. Alors, les récits, en fait, permettent à ce moment-là totalement de nuancer les comportements des victimes qui sont ni passives, ni résignées, qui sont effectivement parfois combatives, mais qui ne sont pas totalement héroïques. Alors, évidemment, dans les scènes du génocide apparaissent évidemment toutes les formes de la détresse humaine. On trouve effectivement des cas de folie, comme à Charkovtchina, où 2000 Juifs sont abattus en juin 1942. Et Ivan Ivanovitch Bakir, à ce moment-là, en fait, est un témoin non juif qui va assister à la liquidation de ce ghetto. Et il va être notamment marqué par une femme qui, il le dit, devient folle à la vue de toutes ces horreurs. Et quand elle a été emmenée à la fosse pour être fusillée, elle portait un nourrisson dans ses bras et elle-même, devenue folle, dansait et chantait des chansons. Alors, s'agissait-il d'une forme de folie, comme le décrit le témoin, ou s'agissait-il des derniers actes possibles d'une mère qui cherche à protéger son enfant? Alors, les témoignages des survivants sont souvent particulièrement précieux pour analyser les comportements au cours des liquidations des ghettos, parce qu'évidemment, ils ont un regard de l'intérieur. Les mécanismes d'entraide entre les victimes juives ne furent aucunement systématiques, comme le laissent à penser certaines études à tendance hagiographique. Dans les moments où la vie est en jeu, l'égoïsme et l'instinct de survie prirent parfois évidemment le pas sur les comportements d'aide. Par exemple, lorsque le ghetto de Niasvitz fut encerclé pendant la nuit, de nombreux juifs donc, vont regagner les cachettes qu'ils avaient préparées. Shulamit Gordon Damsek, survivant du ghetto, se souvient d'une scène où un juif en fait refusa l'accès à une petite fille orpheline de peur qu'elle ne crie ou ne pleure en entendant des coups de feu et des explosions et révèle ainsi la cachette. Alors, les scènes qui se déroulent dans les cachettes sont extrêmement rares, sont très rarement décrites, et le témoignage de Shulamit constitue effectivement une exception. En fait, ce dernier, il va décrire les émotions et les comportements des individus qui attendent dans l'angoisse et le silence la fin de l'opération. Donc, dans cette cachette où se trouve Shulamit, des scènes terribles en fait vont s'y dérouler, notamment celle où une mère et ses deux enfants vont ingérer de l'opium. Lorsque les Allemands vont pénétrer dans la maison, les fugitifs en fait sont saisis d'effroi, mais tentent évidemment de rester silencieux. La mère de famille qui venait de prendre de l'opium commençait en fait à faire des bruits d'étouffement. Chizin conseilla à ce moment-là au mari de cette femme de lui mettre la main sur la bouche, et donc le témoin écrit que à ce moment-là la femme est devenue silencieuse pour toujours. Évidemment, si tant de Juifs périrent, c'est aussi parce que beaucoup d'entre eux vont placer l'amour envers leurs proches et la solidarité envers la communauté avant leur propre chance de survie. Le docteur Sierkin, par exemple, un médecin juif, décida le jour de la liquidation du ghetto de Stubzi de retourner en fait auprès de ses proches qui, eux, avaient été condamnés à mourir.
En effet, en fait, au regard de sa profession et de la pénurie de personnel médical, les autorités qui étaient en charge à ce moment-là de la liquidation du ghetto avaient décidé en fait de l'épargner. Pourtant, Sirkin, lui, fit un choix. Il voulait mourir avec sa famille pour, je ne cite, ne pas les laisser seuls. Il en fut de même pour Mirski, par exemple, un tailleur juif qui est originaire de la ville de Lout, qui préféra renoncer à la vie afin, lui, de mourir avec sa femme. Des juifs, en fait, qui avaient la possibilité de fuir en vertu de leur état physique, de leur connaissance des lieux et surtout des populations locales, renoncèrent à leur projet afin, en fait, tout simplement, de rester avec leurs proches. Alors, bien entendu, il faut là encore nuancer. L'amour ne se traduisit pas uniquement dans l'abnégation suprême, mais aussi dans la condamnation, dans le refus, de la condamnation à mort du proche. Alors, les personnes faibles ou âgées, les parents ou les grands-parents notamment, encouragèrent souvent les membres de leur famille, les plus jeunes, à se sauver. Alors, les parents vont jouer un rôle absolument de premier plan en poussant les enfants à tout tenter pour survivre. Le 10 mai 1942, par exemple, alors que les Juifs de Vassilichki étaient amenés vers le lieu du massacre, la mère de Yehuda Schwartz l'implora de s'enfuir. Dans son témoignage, Yehuda écrit que ce fut effectivement la dernière fois qu'il obéit à sa mère. La solidarité envers la communauté fut évidemment aussi un facteur de perdition. On le retrouve notamment dans le témoignage d'un survivant de Biarossa qui s'appelle Moshe Tushman et qui glorifie totalement ce comportement puisqu'il déclare « Certains Juifs avaient l'opportunité de s'enfuir du ghetto pour regagner les forêts, mais très peu le firent parce que chacun Juif savait que s'il s'échappait, les Allemands se vengeraient sur sa famille et les autres Juifs. Chaque individu était lié à la vie et à la mort, au destin du judaïsme. La responsabilité mutuelle était très forte. » Je vois qu'il me reste 4 minutes. Ça va faire absolument aucun problème pour faire une partie directe. Ça va être nickel. On va faire ça en version accélérée. Donc, évidemment, il faut comprendre que les comportements des Juifs ne furent pas du tout linéaires. En fait, des individus qui purent d'abord entrer en lutte contre les Allemands finirent par renoncer à se battre, d'autres accédèrent aux demandes des occupants avant de fomenter des plans d'évasion, d'autres encore s'habituèrent à la violence avant de s'y attaquer. Alors, si la thématique de la résistance juive a longtemps été mise sous silence par les politiques, notamment soviétiques, du traitement du passé, elle va devenir très rapidement, en fait, cette résistance, l'un des sujets de prédilection, je vous l'ai dit au début, des chercheurs du centre de Yad Vashem, et notamment à partir du tournant que constitue le procès Eichmann. Alors, au-delà de la résistance armée, se trouvent en fait tous les comportements d'insoumission. Alors, le travail de référence, toujours à l'heure actuelle, c'est le travail d'Evgeny Finkel, qui a proposé de tresser une typologie des comportements des victimes. Alors, tout d'abord, il va mettre en première évidence la collaboration et la coopération. Il englobe ça sous une même bannière, sauf qu'évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. La collaboration, selon Evgeny Finkel, en gros, c'est toutes les stratégies de survie individuelles qui sont mises en place donc, par un individu et qui desservent évidemment la communauté. La coopération, quant à elle, c'est le fait plutôt d'obéir. Alors, ça peut se faire de manière individuelle ou collective. Et cette coopération, elle, en fait, a pour but tout simplement d'assurer à peu près la survie de la communauté juive. Alors, évidemment, autre différence entre collaboration et coopération. La collaboration, en général, elle se fait quand même de manière plutôt discrète. La coopération, elle, se fait de manière plutôt affichée. Ensuite, on a, en deuxième point, le faire-face. Bon, ça, le faire-face, c'est toutes les stratégies, en gros, où on tente de s'habituer à la violence, de faire avec ce qu'on a dans les lieux où on se trouve. Troisième cas, qu'on trouve très peu en Biélorussie, c'est le partir, se réfugier alors à l'étranger, ou soit se réfugier ailleurs en Biélorussie, dans un village, ou tout simplement plus loin en Union soviétique, se dissimuler, donc c'est travestir son identité juive. Et enfin, en quatrième lieu, il y a la question de résister. Alors, la question de résister, en fait, elle est entendue de manière extrêmement large par Evgeny Finkel, qui, en fait, comme beaucoup, va inclure dedans, en fait, la résistance armée, mais aussi tous les petits actes de résistance, notamment ce qu'on appelle, pas à juste titre, la résistance spirituelle. Alors, je passerai sur la seconde partie, mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Dans toutes ces stratégies, en fait, n'était pas évoquée la voie du suicide, qui, effectivement, peut être très bien regardée comme une stratégie de vie, de choix de vie, comme une stratégie aussi de choisir sa mort. Donc, sur ça, on va passer, c'est pas grave, et on va avancer pour arriver donc
sur les facteurs de résistance et la question de la résistance qui sont quand même les plus importants. Donc le problème, je vous l'ai dit, de la question de la résistance, c'est que souvent, en fait, elle est entendue de manière extrêmement large. Alors, d'un côté, on a en gros l'United States Holocaust Memorial Museum, l'une des plus grosses institutions de recherche sur la Shoah, qui part du principe que donc il y a en gros deux grands types, si vous voulez, de résistance. Premièrement, la résistance armée, qu'on retrouve selon ce centre dans deux endroits prioritairement, les forêts ou les ghettos. Et enfin, il y a effectivement cette espèce de résistance spirituelle qui est entendue en fait comme toutes les actions qui ont pour but de préserver l'identité juive, par exemple, ou de préserver la communauté. À côté, on a le centre de Yad Vashem, centre de Jérusalem, qui évidemment a été longtemps composé de chercheurs exclusivement juifs, souvent de survivants, qui ont développé en fait une certaine idée de la résistance, qui est entendue en fait de manière encore plus large cette fois-ci, puisque la résistance, selon eux, en gros, c'est tous les actes, tous les petits actes où il y a une opposition, où l'idée en fait de faire continuer la communauté, la vie de la communauté. Par exemple, si dans un ghetto, le Conseil juif a décidé qu'on pouvait continuer à instruire les enfants en mettant en place des espèces d'écoles, ça, pour le centre de Yad Vashem, c'est considéré comme de la résistance. Alors évidemment, ça pose de nombreux problèmes. Il n'y a pas de consensus autour de cette réflexion sur la résistance. Ce qu'on voit en tout cas se décliner, ou ce qu'on pourrait proposer en tout cas comme modèle, c'est que d'un côté, effectivement, il y a la résistance armée, qui implique donc la violence, la confrontation physique avec le bourreau. Ça, cette résistance armée, ça constitue une poignée, mais infime, d'individus. Ensuite, on a effectivement tout ce qui est, on va dire, pas résistance spirituelle, parce que c'est faux, mais tous les actes, en fait, d'opposition. Tous les actes de subversion qui, eux, peuvent être considérés, en fait, effectivement, comme de la résistance, mais non violente. D'accord ? C'est tous les actes, en fait, qui vont remettre en cause, surtout, le statut du bourreau. Par exemple, le fait de refuser de poser son enfant, le fait de ne pas vouloir se déshabiller au bord d'une fosse, etc. Un dernier mot sur le cas de la Biélorussie. En fait, les facteurs de survie, je vous l'ai dit au début, évidemment des facteurs individuels, mais aussi évidemment des facteurs sociaux très importants. Le plus important en Biélorussie, ça va être l'inclusion de la personne juive dans la population non juive. Alors, on a un témoignage extrêmement intéressant qui vient d'être publié, le ghetto de Minsk de Hersh Molar. Je vous en conseille la lecture si vous vous intéressez à ça. Hersh Molar, pourquoi il va survivre ? Alors, il va survivre parce que, il a une expérience de la clandestinité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il vient de Pologne. Il a vécu quelque temps, en fait, en Pologne, ce qui correspondait à la Pologne orientale et ce qui correspondait ensuite à la Biélorussie occidentale. Il a vécu, en fait, l'expérience de la soviétisation et de l'instauration du régime communiste en 1939, conformément au pacte, vous savez, Ribbentrop-Molotov. Et en fait, à ce moment-là, le sionisme va être interdit. Donc en fait, il a une expérience de la clandestinité, et cette expérience de la clandestinité, cette expérience politique qu'il a tirée de l'avant-guerre, en fait, va lui servir considérablement pour mettre en place des stratégies de survie, résistance armée cette fois-ci, au sein du ghetto de Minsk. De plus, alors, c'est étonnant sans être étonnant, c'est un juif, il se revendique comme juif, mais c'est aussi une personnalité qui est extrêmement soviétisée. Donc en fait, il a de très très nombreuses connaissances dans la population, notamment dans la population communiste de Minsk, qui va l'aider en fait tout simplement à faire entrer des armes dans le ghetto. Alors, en guise de petite vraiment conclusion, aujourd'hui, comme vous le savez certainement, nous sommes en plein Yom HaShoah, c'est-à-dire la journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Alors, évidemment, comme j'ai déjà dépassé le temps de parole, je ne peux pas non plus scander tous les noms des personnes juives abattues pendant la Shoah en Biélorussie. Mais en guise de conclusion, je voudrais simplement dire, en ce jour de commémoration, que Marka, fille de Rivka Joselewski, moi je me souviens de toi.